Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Notez aussi que la majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Aujourd'hui, on reprend un peu les bases. Qu'est-ce que le minimalisme ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'est pas ? L'occasion de faire un point sur quelques malentendus. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Cette semaine, je voulais revenir un peu sur les bases et parler de la définition du minimalisme. Mais plutôt que de vous assommer avec une liste interminable de ce qu'est censé être le minimalisme, je trouvais intéressant de parler de ce qu'il n'est pas. Je trouve en effet que c'est en comprenant les limites d'un concept qu'on peut le comprendre le mieux. Et puis comme pour moi, la vision du minimalisme, c'est quelque chose qui peut varier d'une personne à l'autre, je me suis dit que le définir par la négative, ça pourrait être intéressant et plus pertinent. Ça me permettra par la même occasion de tordre un peu le cou à certaines idées reçues sur cette pratique. Allez, c'est parti. Commençons par la première distinction et par la confusion la plus courante, celle entre tri et minimalisme. Non, le minimalisme, ce n'est pas le fait de trier en permanence. Un ou une minimaliste, ce n'est pas une personne qui passe sa vie à ça, ni même quelqu'un qui aime forcément trier d'ailleurs. Pensez aux gens qui vous entourent et qui ne sont pas minimalistes, ou en tout cas que vous n'identifiez pas comme tels. Je suis sûre que parmi ces gens-là, vous connaissez des personnes qui trient très souvent et qui pourtant sont débordées d'objets. Attention, je ne dis pas qu'en tant que minimaliste, je ne trie jamais. Non. En fait, trier quand on est minimaliste ou quand on ne l'est pas, ce sont presque deux activités différentes. Le tri, avec des non-minimalistes, j'en ai fait pas mal. Et du tri avant de l'être, j'en ai fait, mais alors bien plus d'une fois. Mon époque de serial trieuse diffère grandement de mes tris depuis que nous sommes minimalistes. Avant, pendant ces séances de tri, je me concentrais surtout sur ce qui devait sortir de chez moi. Je mettais en pratique le fameux trier, c'est renoncer. Depuis que nous sommes minimalistes, nous ne faisons pas du tri de la même manière. Je n'utilise d'ailleurs même plus vraiment cette expression. Je dis plutôt que je fais le point sur nos affaires plutôt que de les trier. La différence est subtile, je vous l'accorde, mais importante. Je ne me concentre pas sur ce qui doit partir, mais sur ce que je veux garder. Le but, c'est donc d'identifier ce qui apporte de la valeur ajoutée à ma vie, ce qui me rend service, ce qui me fait me sentir bien ou en sécurité, ce qui me permet d'atteindre mes objectifs et de remplir mes obligations. Bref, pour moi, trier, ce n'est plus renoncer comme avant, mais c'est choisir. Et pour choisir, il faut bien se connaître. Connaître ses envies, ses besoins et ceux de sa famille. Je pourrais faire le tri chez n'importe qui, dans l'idée. J'aurais facilement repéré le superflu et le débarrasser de la maison, même sans rencontrer la personne. Mais je ne pourrais pas aller plus loin et créer un intérieur minimaliste pour quelqu'un parce que je ne sais pas ce qui serait essentiel à cette personne ou à cette famille. Le tri ne demande pas forcément une connaissance de soi ou de ses envies ou besoins très poussés. Un mode de vie minimaliste et a fortiori un intérieur minimaliste demande d'aller un cran au-dessus, de nous connaître un petit peu mieux, de nous comprendre un petit peu mieux, bref, de connaître notre essentiel pour pouvoir se délester du superflu. Le but, c'est pas juste de retrouver de la place ou des mètres carrés. Une des grandes différences entre tri et minimalisme matériel, c'est donc que quand on fait du simple tri, on ne se penche que rarement sur notre rapport aux objets, sur notre peur de manquer, sur notre peur d'oublier, sur nos besoins réels. Et donc, une fois le tri terminé, on a tendance à voir l'espace retrouvé comme une invitation à le remplir à nouveau. C'est le cercle vicieux dans lequel je suis tombée pendant des années. Je trie parce que j'ai plus de place, du coup, j'ai de la place après le tri, et du coup, je la remplis à nouveau, et au bout d'un moment, je n'ai plus de place. Donc je trie. Et rebelote. Mais comme c'est mon point de vue sur tous ces sujets liés à nos besoins réels et à nos rapports aux objets qui a évolué, ma pratique de tri a évolué elle aussi. Et non seulement j'ai pu aller plus loin dans mon tri, mais désormais, comme beaucoup de minimalistes, je vois la place que j'ai en plus dans ma maison et mes placards comme des respirations dans notre intérieur et non comme du vide à remplir absolument. Voilà pour la première distinction. Avançons un peu dans l'épisode et parlons maintenant du deuxième point. Une personne minimaliste, ce n'est pas une personne qui est forcément contre le matérialisme. Je sais, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Laissez-moi m'expliquer.
Être matérialiste, si je me réfère à la définition du Larousse, attention, ce podcast devient hautement culturel, c'est adopter une manière de vivre, un état d'esprit orienté vers la recherche de satisfaction matérielle. Alors certes, la satisfaction matérielle n'est peut-être pas ce qui fait se lever tous les matins une personne minimaliste. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle est contre toute satisfaction matérielle ou même qu'elle ne recherche aucune satisfaction matérielle. Être minimaliste ne nous empêche pas de nous attacher aux objets. Je dirais même au contraire. Quand on décide d'avoir moins chez nous, de ne vivre qu'avec notre essentiel, cela implique souvent que les objets qui nous entourent sont choisis avec soin. Ils ont été sélectionnés dans un but précis. Ils sont mis en valeur car ils ne sont pas cachés dans des caves, entassés dans des armoires ou perdus au milieu de toute notre déco. Quand on achète quelque chose, on sait pourquoi, dans quel but, à quel besoin il répond, où il va atterrir chez nous. On se projette aussi sur son entretien qu'il va nous demander, sur les coûts cachés en termes de place, de rangement, de temps, d'énergie, voire d'argent. Donc non, je ne souffre pas non plus à chaque achat que je fais ou que ma famille fait, ou à chaque objet qui rentre chez nous. Bon, sauf quand ce sont les créations encombrantes de l'école, ça j'avoue, j'ai un petit peu de mal. On peut être minimaliste et kiffer d'acquérir un nouveau truc. Là, par exemple, je suis en train de refaire ma garde-robe minimaliste. Je la fais en plus de seconde main, donc ça prend du temps. Et je peux vous dire que quand j'ai trouvé le pantalon qu'il me fallait, j'étais super contente. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse dire que les minimalistes sont matérialistes, mais nous ne sommes pas non plus contre toutes les possessions. Entendons-nous. Là, je vous parle de la personne minimaliste lambda, comme nous. J'ai vu des vidéos sur YouTube sur des minimalistes qui n'achètent rien par plaisir et qui ne veulent que des choses utilitaires et en nombre très limité, genre un set de couverts, un lit, pas de canapé, 2 pantalons, 2 t-shirts. Ces gens-là, ça existe. Donc non, une personne minimaliste, ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas les objets. Et de toute façon, est-ce que garder des choses en quantité excessive, sans forcément bien les stocker d'ailleurs, c'est aimer plus les objets que quelqu'un qui en a peu? Et moi, je ne suis pas convaincue. Avant-dernière définition du minimalisme, parce que cette pratique n'est pas, être minimaliste et être frugal, voire radin, ce n'est pas la même chose. Alors, on peut être minimaliste et détester dépenser de l'argent pour plein de raisons. Mais ce n'est pas parce qu'on ne dépense rien qu'on est minimaliste. On peut dépenser très peu, mais avoir une maison qui déborde, car on fait les brocantes, les vides-greniers. On va au magasin de seconde main, et pour 2 €, on ressort avec 4 livres ou 4 peluches. On peut faire attention à nos dépenses et acheter des choses qui ne correspondent pas à nos besoins réels ou même à nos envies. On peut même ne rien acheter, mais ramener tous les échantillons gratuits, accepter tout ce que notre entourage nous propose quand ils font du tri, garder tous les emballages réutilisables de ce qu'on achète ou toutes les vis en trop une fois le meuble monté. Bref, achat et minimalisme sont liés, mais cela ne fait pas tout. Être minimaliste, ce n'est pas dépenser peu. C'est dépenser de manière consciente et réfléchie. Alors forcément, quand on fait le point sur nos besoins réels, nos envies et nos rapports aux objets, ça a tendance à ralentir naturellement la fréquence et la quantité d'achat. Si quelque chose nous manque, on a tendance à faire sans, à faire autrement avant d'aller sur Amazon par exemple. Donc oui, naturellement on achète moins. Mais cette baisse du volume d'achat, c'est une conséquence de notre philosophie minimaliste et non une cause. Et enfin, dernier point sur ce que n'est pas le minimalisme ne concerne pas que le matériel. Si vous suivez mes épisodes depuis un moment, vous savez que je parle aussi régulièrement de minimalisme immatériel. Le but du minimalisme, ce n'est pas juste de se concentrer sur l'essentiel dans nos maisons. Cela concerne bien entendu notre encombrement digital, mais aussi notre emploi du temps, nos loisirs, notre manière de travailler, de passer du temps en famille, et cela va même jusqu'à nos relations. On peut appliquer cette philosophie de vivre avec moins, mais mieux, cette idée de se concentrer sur l'essentiel et de se débarrasser du superflu à tous les pans de notre vie. Cela nous permet de nous focaliser sur ce qui est important, donc bien sûr sur nos obligations, mais aussi sur ce qui nous fait du bien, et tout ça sans trop nous laisser distraire par le bruit ambiant, sans trop s'éparpiller ou s'épuiser à essayer d'être sur tous les fronts. Le message sur lequel je voudrais vous laisser est qu'il est important de comprendre que le minimalisme va au-delà du simple fait de trier, de ne pas accorder trop d'importance au matériel ou de contrôler ses dépenses. C'est un mode de vie basé sur la réflexion, l'intentionnalité, la simplicité et la recherche de la sécurité et du bien-être, qu'il soit physique, financier, psychique ou émotionnel.
J'espère que ces réflexions vous parleront et vous aideront à avancer dans votre pratique minimaliste, où que vous soyez sur le chemin. Et voilà pour l'épisode du jour. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. C'est une des meilleures manières de faire connaître Famille Minimaliste au plus grand nombre. Et si vous voulez me soutenir de manière plus directe dans la production de ce podcast, rendez-vous sur la plateforme de dons en ligne, Ko-fi, le lien est dans la bio. Et grâce à vos dons, je peux commencer à couvrir une partie de ces coûts de production. Merci à vous toutes et tous pour votre aide. La semaine prochaine, c'est le retour d'une invitée que vous avez particulièrement aimée. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.